Bienvenue dans votre émission Santé pour tous. Alors vous n'avez pas eu le tapis aujourd'hui, on est un peu en freestyle mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc aujourd'hui nous parlons des attouchements sexuels et de l'inceste. On reviendra sur le thème avec nos invités. Donc vous êtes dans votre émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Donc aujourd'hui nous avons invité Madame Bruyère qui est coordinatrice de SOS Inceste Belgique qui nous éclairera sur l'inceste et sur sa prise en charge. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, nous avons également avec nous Madame Ezati Samira, qui est psychologue clinicienne. Elle travaille à l'espace santé famille, mais aussi dans la bulle magique et aussi à la CUN, je pense en maison médicale. Elle travaille avec les enfants au travers de la thérapie au couturier. Elle va nous parler de l'aspect psychoclinique des attouchements et de l'inceste. Merci d'être avec nous, Samira. Merci à toi, Virginie. Alors, nous avons également Madame Calwart, qui est sexologue clinicienne, qui est fondatrice du centre S'exprime et qui est avec nous pour répondre un peu à nos questions plus spécifiques sur tout ce qui est lié aux attouchements et peut-être de l'impact aussi que ça peut avoir, que ce soit à l'âge adulte, dans la sexualité, dans le couple, etc. Donc je vous remercie d'être avec nous. Merci à vous. Alors, l'inceste et les attouchements sont des sujets qui méritent d'être traités car il existe bel et bien dans nos sociétés. L'Organisation mondiale de la santé estime que 20% des femmes et 5 à 10% des hommes ont été victimes d'inceste. En Belgique, malgré l'absence de chiffres officiels, SOS Inceste a en 2019 recensé plus de 1200 cas, soit 3 ou 4 par jour en moyenne. Depuis le confinement, ces chiffres ont explosé. Nous estimons que 2 à 4 élèves par classe sont concernés par ces sévices. Aujourd'hui, nous allons profiter de la présence de nos 3 intervenantes pour creuser un peu nos connaissances sur le sujet. Alors, eh ben ça commence bien. Donc, Madame Ezati, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que la thérapie par la psychomotricité relationnelle au couturier et pardon, en quoi est-ce que c'est un bon outil pour repérer des enfants qui auraient été victimes d'attouchements et d'inceste? Alors, dans un premier temps, donc, je suis psychologue clinicienne. Je suis formée à l'université. Et après, j'ai fait une spécialisation en psychomotricité relationnelle au couturier. Pourquoi ? Parce que j'avais remarqué qu'avec les enfants et les jeunes ados, surtout dans certains quartiers, ils avaient du mal avec les mots, ils avaient du mal avec le verbal et la parole. Donc je me suis dit, je dois m'outiller avec quelque chose pour entrer en lien avec eux qui renvoie au corps et au non-verbal. Et donc, voilà. Et c'est en ça que ça peut aider peut-être dans les cas d'abus sexuels, d'agression sexuelle. Parce que l'enfant va venir jouer souvent en salle de psychomotricité ce qu'il a subi ou ce qu'il a pu voir. Qui renvoie à ce genre de situation. Je ne sais pas si je peux dire que c'est un bon outil pour repérer ce genre de situation. C'est oui et non. Parce qu'avec les enfants, c'est toujours compliqué parce qu'ils sont dans le secret, ils sont sous l'emprise, ils se rendent même pas compte eux-mêmes. Mais je peux voir au travers du jeu, avec les poupées, dans leur manière de m'aborder au niveau de mon corps, au niveau de mes résonances corporelles, je peux sentir, avoir l'intuition de quelque chose qui se passe de pas normal. Et après, j'ai jamais de certitude, c'est très compliqué. Et c'est pour ça justement que j'ai proposé ce sujet-là. Mais oui, c'était toi qui avais proposé qu'on parle de ce sujet-là. D'équipe, pour qu'on libère la parole et qu'on en parle. Et je voulais échanger avec des spécialistes sur la question parce que je suis en questionnement moi-même en fait. Et maintenant, depuis que je débute avec les adultes aussi, je reçois des adultes qui viennent et qui déposent pour la première fois qu'ils ont été victimes, enfants, adolescents, d'abus, d'inceste dans la famille. Et c'est très fort et j'en ai de plus en plus et je suis interpellée. Oui, et c'est vrai, des adultes qui sont parfois très déprimés, on le verra, mais qui peuvent aussi avoir des gros problèmes de sexualité, des problèmes dans les couples. On verra ça aussi avec Madame Calwart. Moi aussi, je reçois des couples où parfois il y a du vaginisme, il y a des troubles sexuels, des déviances, etc. Donc on en parlera. Mais c'est vrai que l'enfant a tendance à... l'enfant n'a pas les mêmes capacités d'élaboration, de verbalisation que l'adulte, forcément, parce qu'il n'a pas le même champ lexical de vocabulaire. Et donc, il a fort tendance à s'exprimer par le corps. Et donc, le corps peut être une information pour les cliniciens, une source d'information pour les cliniciens. Je ne dis pas que c'est le seul outil à utiliser, évidemment, la thérapie psychocorporelle, mais disons que ça peut aussi permettre peut-être à l'enfant de réapprendre à apprivoiser son corps et à faire la paix avec son corps, avec des limites, parce que dans le jeu, on met aussi des limites dans la thérapie. Moi, en tant que thérapeute, je dois poser la limite souvent, parce qu'il m'invite à des jeux et que je sens que...
il y a quelque chose qui va est pas sain. Ouais, Qui va pas. voilà, c'est ça. Madame Bruyère, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que le centre SOS Inceste et quel est son rôle? Oui, tout à fait. En fait, nous sommes une équipe pluridisciplinaire qui propose un accompagnement des personnes adolescents et adolescentes et adultes. Nous accueillons donc des personnes qui ont subi des violences sexuelles à l'intérieur de la famille et qui souffrent des séquelles de ces violences sexuelles. Donc nous les accueillons, nous les écoutons et nous les accompagnons dans leurs multiples difficultés. Donc, ce qui veut dire que lorsque les personnes arrivent, et ça je développerai un petit peu plus loin dans notre propos de tout à l'heure, dans notre débat de tout à l'heure, nous essayons en tout cas de vraiment cibler avec la personne ses demandes ou sa demande. Parfois, il n'y a pas de demande. Souvent, la personne vient parce qu'elle est mal, elle est très très mal, elle ne sait pas pourquoi, vraiment, dans l'ici maintenant. Et c'est ensemble qu'on essaie de réfléchir et de formuler, de mettre des mots sur les malaises, les douleurs profondes qui sont présentes et qui sont un grand frein à la vie de tous les jours. Oui, parfois c'est hyper dur de mettre des mots et je crois que face à l'horreur, en fait, c'est juste avoir un espace, je suppose, de parole où on est écouté aussi, où on est reconnu victime peut-être aussi. Et voilà, vous dites le mot qui convient, c'est-à-dire que le fait de s'appeler SOS Inceste nomme les choses de manière donc officielle, on va dire entre guillemets. Socialement, cela veut dire qu'il y a un lieu. Les personnes, souvent, elles se sentent seules. Elles se disent, il n'y a que moi qui ai été victime de cela, parce que bien sûr que ces traumatismes sont accompagnés en général de beaucoup de culpabilité, de beaucoup de honte. Ça dépend d'une personne à l'autre, mais en tout cas, en gros, il y a quand même un gros problème par rapport à ça. Et donc, les personnes sont quelque part rassurées d'entrer dans un lieu où elles ne rencontrent pas d'autres victimes. Dans un premier temps, en tout cas, elles ne rencontrent qu'une personne, puisque ce sont des entretiens individuels, dans un premier temps, mais elles savent que ce lieu est investi par d'autres victimes. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que ça existe dans la société et que la société le reconnaît quelque part, même si c'est encore très, très tabou, on va dire tabou dans le sens de l'omerta qui règne sur ce sujet. Et mais en tout cas, il y a un parlera, centre qui existe et qui s'appelle SOS Inceste. Et on en parlera durant l'émission, mais c'est hyper important pour la victime d'être reconnue dans ce qu'elle a vécu. Absolument. Et voilà, dans cette agression-là. Moi, je voulais venir alors du coup vers Madame Calouart. Est-ce que vous pourriez, vous, nous présenter votre centre qui s'appelle S'exprime, donc c'est SEX apostrophe PRIME, donc pour ceux qui vous cherchent, S'exprime. Et alors, et quels sont les objectifs de ce centre ? Donc c'est un centre, donc moi-même je suis psychothérapeute et sexologue clinicienne, et donc c'est un centre que j'ai créé où nous travaillons à 5, tous psychologues, psychothérapeutes, sexologues, thérapeutes de couple, et notre objectif c'est bien sûr de permettre aux gens de venir s'exprimer autour de tous les sujets qui concernent aussi bien leurs propres interrogations personnelles, mais aussi la sexualité. Et donc, nous avons des consultations, nous nous adressons uniquement aux adultes. Donc, adultes, nous partons en tout cas pour toutes les questions de la sexualité. La majorité est à 16 ans, donc nous avons des jeunes de 16 ans qui peuvent nous consulter. C'est tout à fait... c'est la majorité sexuelle. C'est la majorité sexuelle. Toutes nos consultations sont couvertes par le secret professionnel, comme toute règle déontologique. Et en fait, ce que nous visons, c'est amener les personnes à pouvoir arriver à un épanouissement, un mieux-être, qu'il soit personnel, relationnel, sexuel. Et donc, il y a des thérapies, plutôt psychothérapie. Il y a de la sexothérapie, ça c'est tout ce qui est effectivement les difficultés relationnelles dans les couples, qu'elles soient ou non liées à la sexualité, mais il peut y avoir des conflits, des choses comme ça. Et alors des consultations sexologiques, où là évidemment on voit apparaître dans les demandes des personnes qui ont vécu des abus,
qu'ils soient intrafamiliaux, extrafamiliaux dans leur enfance et qui, dans leur vie d'adulte, ont d'énormes problèmes vis-à-vis de la sexualité, vis-à-vis de la conjugalité aussi. Être en relation n'est pas évident pour les personnes qui ont vécu des abus. Tout à fait. Voilà, on en parlera encore tout au long de l'émission. Madame Ezzati, quelle est la limite entre un attouchement et un contact physique à caractère non sexuel ? La limite, c'est le caractère sexuel. C'est la connotation sexuelle le geste attouchement qui a l'intention de créer une excitation d'ordre sexuel. Voilà, c'est ça la limite. On peut faire un bisou à son enfant sur la bouche et l'intention, elle est juste affective et normale, on va dire. Et puis, il y a d'autres bisous. Là, ça va un peu plus loin. Oui. Et moi, je me dis aussi, pour aller juste un peu plus loin dans la définition, c'est de se dire aussi, par rapport à l'enfant aussi, qu'est-ce qu'il... Enfin, si pour lui, par exemple, moi je me souviens quand j'étais petite, quand j'ai eu 6 ans, mon papa me faisait toujours des bisous sur la bouche. Mon papa, il n'est pas du tout incestueux, enfin je veux dire, il aime ses petites filles. Et quand j'ai eu 6 ans, j'ai dit, papa, maintenant je suis grande et j'aimerais bien que tu fasses plus des bisous sur la bouche. Et donc j'ai énoncé ça, et ça a été respecté par mon papa. Il était un peu surpris, il se dit, oh, elle grandit vite, voilà. Mais du coup, moi j'ai été capable de l'énoncer, j'étais petite, tous les enfants ne savent pas l'énoncer, mais... Est-ce que vous ne pensez pas que le fait, qu'il faut aussi être attentif à l'enfant et à son développement, à son développement et voilà, psychique, et que par exemple, laver par exemple les parties intimes de son enfant qui a 12-13 ans, c'est pas comme laver une petite fille de 4 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a aussi, en fonction du développement de l'enfant, le respect de son intimité et des besoins de l'enfant. Donc il y a aussi je ne dis pas que c'est forcément... la limite. Moi je sais aussi. qu'il y a des mamans qui vont dire mais c'est mon enfant, il n'y a pas de connotation sexuelle parce que je lui lave les parties intimes à 13 ans. Mais pour l'enfant, c'est délicat. Oui, on peut parler de climat incestueux, on en parlait incestuel, on en parlait tout à l'heure en off, on en parlera aussi au long de l'émission, évidemment, parce qu'il y a une question de limite, là, même si la maman n'a pas dans une intention d'être incestueuse, entre guillemets, les limites ne sont pas claires par rapport au développement de l'enfant. Tout à fait. Donc, voilà. Mais c'est quoi l'intention incestueuse? Parce que et c'est parfois inconscient, hein. C'est parfois inconscient, voilà. on est d'accord. Je pense qu'il faut vraiment apprendre aux gens. Excusez-moi, je prends la parole. Oui, vous avez raison. C'est un peu très spontané, mais quand j'entends une maman qui lave encore sa fille à 12-13 ans, je sursaute. Oui. Moi, j'en ai. Parce que je pense que les enfants ont un développement donné. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant affectif, sexuel, émotionnel, on est là pour accompagner un enfant là-dedans et lui apprendre à être autonome. C'est notre rôle. Notre rôle de parents, notre rôle de citoyen, plus largement, de pouvoir amener l'individu, cet enfant en devenir, à être autonome. Et donc, c'est pas à 13 ans qu'on, de mon point de vue, continue à laver son enfant, c'est une emprise sur l'enfant. Puis il y a la question des limites aussi, moi j'ai l'impression, c'est-à-dire que si on ne montre pas à l'enfant qu'il y a des limites à son intimité, à sa pudeur, à son espace personnel, un autre adulte viendra intruser ses limites. Absolument. Et il ne saura pas dire non. Voilà. Il ne saura pas dire non. Et justement, par rapport, la proportion de femmes incestueuses est très faible, on pense à 4%, mais dans ces femmes-là, on trouve justement des mères qui, sous couvert de soins à donner à l'enfant ou à l'adolescent, ont des gestes qui vont au-delà de ce qui est normal. Et donc, on parle d'inceste de nursing. Nursing pathologique. Nursing pathologique. Et donc, effectivement, ce sont des mères qui vont mettre un suppositoire à un enfant qui est déjà bien en âge de le faire lui-même ou de prendre un médicament par la voie orale. Des femmes qui vont expliquer à leur fille en le faisant comment mettre un tampon. Des mères qui, à un moment, se disent que leur fils, peut-être, il est temps qu'il apprenne comment mettre un préservatif et qui le mettent... Enfin, voilà. Ce sont des passages à l'acte. Ce sont des passages à l'acte et ce sont des situations que moi, j'ai en tout cas eues dans mes consultations de personnes qui, à l'âge adulte, viennent avec des troubles et des questionnements sur... D'abord des troubles dans leur sexualité, mais aussi beaucoup de questionnements sur les limites, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, jusqu'où je peux aller. Et souvent... Ces questions arrivent quand eux-mêmes deviennent éventuellement parents ou sont en projet de parents, par exemple.
Oui. Ça, c'est quelque chose... Où ça se réveille. Et ben voilà. Donc on voit qu'il y a quand même toute une partie... Mais voilà, peut-être que même ces mamans ne se rendent pas compte que c'est incestueux, mais voilà, en tout cas, voilà pour l'enfant à l'âge adulte. Faut le nommer. Oui, tout à fait, il faut le nommer parce qu'il faut vraiment comprendre que non, ce n'est pas normal de laver encore son enfant en début de puberté. Et moi, je pense les jeunes filles, parce que moi j'ai une jeune petite ado à la maison, elle a 11 ans, elle est pubère, quoi. Donc je veux dire, 10 ans et demi, 11 ans, les petites filles commencent à être pubères, à être formées, etc. Donc clairement, on ne peut pas entrer... Moi, je sais que je ne peux pas rentrer dans la salle de bain, quoi. Je veux dire... Il faut respecter la pudeur, respecter le corps de l'enfant. Je toque à la porte, etc. Parce qu'il y a vraiment ce côté de respect, c'est son intimité. Et j'interdis à ses petits frères, même le plus petit, écoute, elle se lave, elle est dans la salle de bain. Même chacun va dans la salle de bain quand c'est son temps. Et on toque à la porte si on veut entrer. C'est hyper important de respecter cet espace intime autour de l'enfant. Parce que si on ne le fait pas, finalement, il n'y a personne qui le fera. Enfin, il ne saura pas mettre la limite après. Et bien souvent, les enfants... Quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas ça, ils vont commencer à le dire, ou à exprimer qu'ils n'ont plus envie de prendre la bain avec leurs frères, leurs sœurs, ou que non, ils veulent plus le bisou du soir, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas, qui dérape. Et donc, effectivement, je pense que c'est tellement important d'être sensible à ce que l'enfant nous dit, vraiment. Ouais, et s'il le dit. Il faut l'entendre. C'est ça la capacité. Il peut le montrer, mais s'il est dans une famille violente et dysfonctionnelle, comme c'est le cas bien souvent en matière d'inceste, il n'a pas les possibilités de le dire parce que justement, il est déjà incesté. Mais il va le montrer parfois au niveau de son corps aussi. Oui. C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il va éviter les situations, comme disait Madame, par exemple, éviter les moments de coucher, éviter les... Des fois, il va les chercher. Rejouer ce genre de situation. Oui, c'est pas aussi simple que ça. C'est plus complexe. C'est très complexe. C'est très complexe parce qu'il y a un pseudo-attachement. Excusez-moi, je vous coupe peut-être. Mais il ne faut pas oublier que la grande différence entre les violences sexuelles à l'extérieur de la famille et les violences sexuelles subies à l'intérieur de la famille, il y a un fossé énorme. Pourquoi ? Parce que dans les violences sexuelles, donc qui sont subies à l'intérieur de la famille, ces violences sont exercées par des personnes que l'enfant aime, entre guillemets, ou pas de guillemets. L'enfant est attaché à ces personnes. Et donc, il ne va pas pouvoir réagir de la même manière que s'il était agressé à l'extérieur de la famille et qu'il avait des parents suffisamment bons, comme on dit en psychologie, pour pouvoir accueillir sa parole. Et donc, s'il est déjà dans une famille dysfonctionnelle, violente, maltraitante, psychologiquement, physiquement et sexuellement, qui on veut détailler... C'est compliqué de pouvoir... C'est pas compliqué, c'est presque impossible. Parce que c'est votre mère et votre père ou votre grand-père. Et les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes en ce sens que l'enfant sent, pressent, connaît ces enjeux-là qui sont d'ordre émotionnel, affectif. Il est dans un conflit de loyauté énorme. Il est comme piégé. Et il ne peut pas parler. Okay. Alors, on va devoir faire une petite pause, mais dans quelques minutes, on continue parce que c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Donc, chers auditeurs, je n'ai pas de tapis. Vous n'entendrez pas la petite musique de l'espace de Santé pour tous, mais c'est pas grave. On revient quand même dans quelques minutes. Donc, restez avec nous. Nous parlons d'inceste aujourd'hui et d'attouchement sexuel. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour. Tout va bien, on est là, vous m'entendez. Voilà, ça résonne un peu, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, on est de retour dans Santé pour tous. On parle de l'inceste et des attouchements. Juste avant la pause, donc Madame Bruyère nous disait à quel point ça pouvait être extrêmement compliqué donc pour l'enfant de pouvoir mettre des mots ou de pouvoir s'en sortir de cette situation où il était coincé parce que, en effet, il y a plein d'enjeux. Il y a la loyauté vis-à-vis des parents. On ne dénonce pas les parents. Il y a parfois le poids de la honte aussi, de la culpabilité. Il y a beaucoup de jeunes aussi, enfin moi j'entends ça dans les consultations, mais qui se disent c'est ma faute. Parfois, les victimes que ce soit d'abus sexuels, d'attouchement ou d'inceste pensent qu'ils auraient pu faire autre chose. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a parfois des mécanismes de défense qui font que
on ne bouge pas, on est choqué, on ne dit rien parce qu'en fait on est dans un état de sidération. Et donc il y a toute la culpabilité qu'il y a autour de cette sidération. Et puis oui, la honte d'en parler, croire aussi qu'on est que ça n'existe pas dans les autres familles, qu'on est unique. Hein. Vous disiez en introduction que ben voilà, ils savent bien qu'il y a quelque chose qui est pas normal mais qu'en même temps ils pensent que ça ne se fait pas ailleurs et qu'il faut se taire parce que on n'est pas normal. Donc il y a voilà, votre espace, il permet justement de mettre des mots sur ça, d'être reconnu et de peut-être aussi en parler, parce que finalement, c'est pas si évident que ça quand on ne peut pas en parler, de ne pas rester coincé quelque part. Moi, j'avais envie de demander aussi à Madame Calouart, mais quels sont les mécanismes de défense psychique et les enjeux en cas d'agression sexuelle et d'inceste ? Alors, je vais commencer par parler simplement de la réaction normale que tout individu, donc qu'on soit enfant, adulte, tout individu face au danger. En fait, on a 4 choix d'options. On peut fuir, on peut combattre, on peut obéir ou on peut être tétanisé. Un peu comme un lapin pris dans les phares d'une voiture et qui finalement ne bouge plus. Alors pour l'enfant, puisqu'ici on parle quand même d'abus et d'inceste sur des enfants, ben l'enfant, très spontanément, très logiquement, les 2 premiers, fuir et combattre, il écarte, puisque comment est-ce qu'il pourrait s'en sortir s'il fouille la maison ou s'il se bat avec son père s'il a 4 ans ou 5 ans. Donc il ne lui reste finalement plus que l'obéissance ou la tétanie. Et en fait, il y a ce phénomène de tétanie ou de sidération dont vous parliez tout à l'heure, a été vraiment étudié et maintenant, c'était même aussi communiqué aux autorités, etc., pour vraiment comprendre pourquoi une personne, un enfant ou même plus âgé, victime de viol, victime d'inceste, en fait, entre dans cette sidération psychique. Au moment de l'agression, l'amygdale, donc une petite partie qu'on a dans le cerveau, va produire des hormones d'adrénaline et de cortisol. Normalement, c'est pour justement nous aider à fuir et à faire face à l'agression. Mais l'agression est telle que le cerveau, enfin l'amygdale en produit trop. Et donc le cerveau se met dans un état de surchauffe qui peut, s'il ne fait pas quelque chose pour contrer ça, peut mener à la mort. Donc, le cerveau, pour se protéger, va à ce moment-là produire kétamine et morphine. Et là, on a le choc inverse, c'est-à-dire on est dans une forme de tétanie, d'absence de réaction. Voilà, la kétamine, on le sait aussi, elle est produite artificiellement, c'est une drogue qui est utilisée, etc. Donc, en fait, à ce moment-là, il y a totale dissociation entre le corps et le cerveau. Et donc, l'individu ne peut pas, il n'y a aucune réaction possible. Seulement, ça dure un temps. Et quand le cerveau se remet à fonctionner normalement, les victimes, elles se disent, mais pourquoi j'ai pas hurlé ? Pourquoi j'ai pas cherché à me battre, à m'y opposer ? Et de là naissent évidemment tous ces sentiments de honte et de culpabilité dont on a déjà parlé, qui vont très très difficilement amener la parole à se libérer parce que la victime se dit qu'elle n'a pas eu la réaction adéquate. Oui, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe au moment de l'agression et je pense c'est très très important de bien identifier que quand on entend une victime qui exprime « mais je ne comprends pas, je n'ai pas réagi, je n'ai pas couru, je n'ai pas cherché à me défendre », c'est de pouvoir lui parler, de lui donner l'information de ce qui s'est passé en dehors de son contrôle, en dehors de son pouvoir, et qui fait que, oui, ça s'est passé comme ça parce qu'elle était en danger de mort et que si son cerveau n'avait pas produit de la kétamine et de la morphine, elle ne serait probablement plus là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ouais. Parce que malheureusement, beaucoup de victimes pensent qu'elles sont coupables et de ne pas avoir agi ou de ne pas avoir parlé. Et parfois l'environnement, l'entourage va renforcer ce type de discours. Oui. Pourquoi tu n'as pas crié ? Pourquoi tu n'as pas parlé ? Pourquoi tu l'as pas dit ? Oui, exactement. Voilà. Et chez les enfants, ils sont encore plus dans cette sensibilité-là parce qu'ils attendent logiquement des parents un amour inconditionnel et que donc quand ils sont victimes d'abus, de violence, d'inceste, ils se disent que
il y a quelque chose chez eux qui ne va pas bien, puisque il y a ce genre d'attitude à leur égard. Donc, c'est comme si ils méritaient ça. Donc, c'est vraiment un fonctionnement extrêmement négatif, mais voilà, c'est une réalité. Donc, accueillir une victime en écoutant, en la croyant en premier lieu, sans jugement, sans parole de dévalorisation, je pense que c'est, ou parole invalidante, je pense que c'est un point essentiel. Je n'ai jamais eu, à travers toute ma pratique professionnelle, je n'ai jamais eu une personne qui a dénoncé des abus alors que c'était pas vrai. C'est tellement lourd, c'est tellement dur, c'est tellement difficile à énoncer, à mettre en mots, que quand un enfant ou une personne plus âgée en parle, il y a évidemment à accorder sa confiance à ses propos. Oui, souvent, ça aussi. Enfin, moi, j'ai déjà eu des parents qui mettaient en doute la parole de l'enfant. J'ai écouté, un enfant, il peut pas inventer ce genre d'histoire. Un enfant n'a pas accès à la sexualité déjà, même avant la puberté. La sexualité adulte, il ne la connaît pas. Et donc, c'est impossible. Ou alors c'est vrai qu'on va d'abord explorer. Tiens, est-ce qu'il a vu ça sur des films? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a montré? Est-ce que on va essayer de savoir d'où vient ces paroles qui sont sexualisées, mais dans tous les cas, dire qu'il n'y a rien et que ça mérite en tout cas l'attention des professionnels autour de l'enfant, et c'est important, et je l'insiste, que les parents puissent être à l'écoute de ce que leur enfant leur rapporte. Et je pense que, vous venez de dire quelque chose, et c'est aussi important d'en parler. Montrer un film porno ou laisser son ordinateur avec du porno accessible à un enfant, on est dans quelque chose qui est de l'abus. Ouais. Il ne faut pas nécessairement qu'il y ait C'est incestueux aussi. C'est incestueux aussi. Je me souviens d'une patiente, son beau-père, quand elle était le week-end chez son beau-père, quand elle était le week-end chez son père, c'était pas son beau-père, il mettait du porno et il regardait du porno à deux, assis sur le canapé. Évidemment, à un moment, il y a eu dérapage et il y a eu passage à l'acte du père sur sa fille pendant plusieurs années. Et ça a été dénoncé parce qu'en fait, il a fait ça aussi sur une copine à elle, qui est tombée enceinte. Voilà. Et c'est comme ça que les choses ont été dénoncées. Sinon, elle ne savait pas que ça ne se faisait pas. Il y avait là quelque chose dans ce climat qui était... Voilà. On n'a pas accès à savoir si c'est normal. Oui. Et donc, dans le développement plus tard d'une personne, d'un enfant qui a été abusé, on voit alors des développements d'ordre... des défenses d'ordre psychique qui peuvent être le refoulement. Donc, ils mettent ça dans une petite case et ça peut rester là des années. Et ça, moi, j'ai beaucoup d'adultes comme ça. Ils peuvent minimiser. Finalement, c'était pas si grave. Ils peuvent faire ce qu'on appelle une annulation rétrograde, c'est-à-dire réécrire l'histoire. Oui, mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, et ça n'a pas été tout à fait si grave, et finalement, il n'a pas mis ceci ou il n'a pas fait cela. Donc, vraiment, quelque chose qui est là, réécrire ce qui s'est passé, le déni. Le déni, non, mais je vais très bien dans ma vie d'adulte. Oui, non, je n'ai pas de compagnon, mais je vais très bien. Non, il n'y a rien à voir. Ce qu'on entend aussi, en tout cas dans les détenus qui sont des incestueurs, et ils disent non, c'était pas si grave, quoi. Et puis il n'y a pas de lien. Enfin, il y a vraiment des choses du déni. Et alors, ce qu'on voit beaucoup, c'est quand même la dissociation. Oui, moi j'en ai. Corps, et j'allais vous le dire. Cerveau, émotion, ça c'est un truc... moi j'ai eu des dissociations psychiatriques, c'est-à-dire schizophrénie, dédoublement de personnalité. Tellement la réalité est tellement horrible à accepter que le psychisme se scinde et qu'à un moment donné, on se retrouve avec des doubles personnalités et des psychoses. Et donc là, c'est vraiment très très grave. Moi j'en ai eu parmi des ados. Des ambivalences. Donc des états limites qui se construisent. Voilà, c'est ça, tout à fait. Je développerai ça dans une autre... Et moi, je voulais redemander à Madame Bruyère, juste si c'est possible, que vous nous définissiez l'inceste, parce qu'on parle d'inceste depuis tout à l'heure, mais peut-être que nos auditeurs ne savent pas réellement concrètement qu'est-ce que l'inceste. Et alors, on parle aussi de climat incestueux, peut-être bien nous différencier, parce que du coup, sinon, je pense que ce sera dur à suivre. Alors, je vais essayer d'être très simple dans la définition de l'inceste. On va dire tout simplement que l'inceste, ce sont des violences sexuelles exercées par
un ou des membres de famille sur d'autres membres de famille. Nous y associerons les personnes par alliance, le compagnon ou le conjoint stable de l'enfant, pour peu que celui-ci ait été mis en position de substitut parental. Oui. Donc, bon, ce n'est pas le compagnon le petit ami de la mère qui va passer 2 semaines chez la mère. C'est quelqu'un qui a le rôle du père, par exemple, ou de l'oncle, ou donc quelqu'un qui est dans la sphère privée et familiale de l'enfant, et que l'enfant peut voir comme un repère. Donc, ça peut être beaucoup de monde. Le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, la sœur, le demi-frère, enfin, vous voyez, les grands-parents, donc les oncles, bien sûr. Il y a beau-frère, c'est considéré comme inceste, par exemple le mari de la grande sœur, par exemple. Absolument. Conjoint et compagnon stable. Oui. Donc ça fait partie de la famille. Donc, est-ce qu'il doit y avoir une différence d'âge en particulier? Parce que parfois, sur ce sujet-là, il y a débat, c'est-à-dire... Mais je vais continuer le propos parce que je voulais dire plusieurs choses et alors... pardon, après, je ne sais plus. Donc, en fait, je voulais donc parler de la différence entre l'inceste et l'incestuel. C'est quand même important de parler de ça. En fait, le terme incestuel a été introduit par un psychanalyste... un médecin psychiatre du XXe siècle, qui était Paul-Claude Racamier, et qui a parlé des variantes relationnelles de l'inceste, et qui a bien senti ce que l'inceste produisait comme traumatisme, et il a développé aussi le concept d'incestuel. Donc l'incestuel serait une ambiance, un climat où règne quelque chose de l'ordre de l'inceste, mais où des gestes, des passages à l'acte d'ordre sexuel, attentat à la pudeur, ça ce sont les mots de la loi, attentat à la pudeur ou viol, ne sont pas posés. Donc, comme Madame le disait tout à l'heure, on peut caresser le dos d'un enfant. Ce ne sont pas des gestes sexuels, mais on peut le caresser avec une intention. Et l'enfant le sent. Il y a une intention. On peut regarder un enfant d'une certaine manière, rentrer dans la salle de bain systématiquement, rentrer dans la toilette. Oh, on ne l'a pas fait exprès, mais ça se poursuit, c'est une habitude. Ou demander aux enfants de laisser les portes ouvertes. Pas droit à l'intimité. Ça, c'est ce qu'on appelle l'incestuel. Donc, il règne un climat. Et ce climat peut être tout aussi traumatisant que des attentats à la pudeur. Tout à fait. Ou des viols. Alors, moi, j'aime bien utiliser, nous, à SOS, on utilise vraiment des mots de la loi, parce que c'est très important d'utiliser ces mots-là. C'est-à-dire qu'ils ont une définition précise, avec... ils sont réprimés par la loi. Et donc, c'est important de les utiliser. Attouchement n'existe pas. Ça, c'est dans le vocabulaire... habituel du citoyen, quoi. Mais attouchement, ça n'existe pas. C'est attentat à la pudeur, donc c'est s'exhiber devant l'enfant. C'est caresser l'enfant sur les parties sexuelles. Voilà. Voilà, ça c'est l'attentat à la pudeur, par exemple. Le viol. Visionner un film porno. Visionner un film porno, tout à fait. Parce que ça, on n'est vraiment, même pas dans du dérapage, on est dans l'inceste, on est dans de l'attentat à la pudeur. Bon, alors, pour ce qui est de la définition du viol, comme ça, on pose le cadre tout de suite des définitions de la loi. Donc, le viol, c'est toute intromission d'un objet ou d'un doigt ou d'une partie de corps dans le corps de l'autre, celui qui est agressé. Donc c'est très important de le dire parce que souvent, les personnes qui viennent dans notre centre et qui ont tendance, comme le disait Madame, à encore minimiser parfois ou à dénier. Tout ça, ce sont des processus
psychique de défense, en fait, pour pouvoir survivre au trauma. Et donc, la personne minimise. Bon, dira l'un ou l'autre, bon, c'était pas des viols, donc c'était pas si grave, tout compte fait. Bon, je me demande pourquoi je suis venue ici, dans le fond, c'était pas si grave, bon, voilà. C'était un crayon. Oui, ou voilà. un doigt, mais même un doigt. Moi, j'ai C'était déjà... une fellation. Oui, les fellations. La fellation Ouais. est un viol. Tout à fait. Oui, Et oui, donc, oui. beaucoup ne le savent pas. Non. Et alors, quand on remet, bon, on le remet évidemment délicatement, on ne va pas aller trop choquer une personne, mais bon, je préviens, en général, quand j'ai une personne qui a ce genre de propos, qui tient à ce genre de propos, ben je lui dis, écoutez, voilà la définition de la loi. Donc, comme ça, vous savez, vous n'êtes obligé à rien, bien entendu, mais voilà, vous savez que ce que vous avez subi n'est pas si anodin que ce que vous me dites. Il s'agit d'un viol. Et que légalement, c'est grave. Voilà. Et c'est voilà, très remettre grave. cap- Et c'est très grave. c'est Un bien, attentat à la finalement. pudeur aussi, c'est très Oui, tout à grave. fait, tout à Donc, regarder un enfant, l'incestuel aussi, c'est très grave. Tout à fait. Le problème, c'est qu'en matière de loi, les regards ne pourront pas être... La loi fonctionnant sur base de preuves, un regard est difficile à prouver. Ouais. Qui a vu ce regard? Ça, c'est déjà plus difficile. Moi, j'ai eu à un cas il n'y a amener. pas longtemps, c'était chouette parce qu'on a fait une demande d'expertise judiciaire, donc c'était bisous prolongés, etc. On touche les fesses, etc. etc. Bisous prolongés, ça, c'est déjà du viol. Hein. Oui, c'est le bisou prolongé. Ah oui. Intromission de la langue. Avec la langue. Ah oui, donc ça compte, ça. Ça compte. Bien sûr, viol. Ouais. Donc ici, en tout cas, on a demandé une expertise et il y a eu gain de cause pour les victimes, mais ça a été c'est 6 ans de procédure, machin. C'était vraiment long. Mais écoutez, on va en reparler juste après la pause parce qu'on doit s'arrêter de nouveau quelques minutes. Et donc, chers auditeurs, restez avec nous. On parle d'inceste, on parle d'abus sexuels, d'attouchement avec nos spécialistes. Je vous dis donc à tout de suite sur Arabelle dans Santé pour tous. Voilà, on est de retour dans Santé pour tous. Donc voilà, c'est pas facile parce que c'est moi qui gère la régie aujourd'hui et que je ne suis pas régisseur. Mais c'est pas grave, on s'amuse quand même et on est en plus avec des super chouettes spécialistes qui nous apprennent plein de choses. Donc voilà, et on les remercie d'être avec nous. Donc je vois ici que je reçois des questions par SMS et je trouve ça super chouette. Voilà, on me dit Virginie, donc j'écoute ton émission, c'est super chaud, mais comment savoir que nous ne sommes pas dans ces cas de figure-là. Donc voilà, il y a une personne qui me dit j'ai un peu peur enfin voilà, comment on sait qu'on ne fait pas ça à nos enfants. Alors tout à l'heure vous parliez, Madame Bruyère, de l'intention. Hein, donc est-ce qu'on a l'intention de nuire ou d'avoir un intérêt sexuel vis-à-vis de son enfant. Voilà, c'est un papa qui dit moi j'ai mes enfants, j'embrasse ma fille, mais pas avec la langue. Je lui pince parfois les fesses pour rigoler. Mais j'ai pas du tout d'intention de plaisir charnel. Voilà, ça me fait peur quand j'entends tout ce que vous dites. C'est ce qu'il met, hein. Je mets ce qu'il met. Il dit ça me fait peur, voilà, parce que c'est un papa qui est très bienveillant, mais il aime bien taquiner sa fille, lui fait des petits bisous sur la bouche parfois. Parfois il lui pince les fesses. Bon, moi j'avoue, hein, parfois j'aime bien aussi pincer les petites fesses de mon fils. Le petit, pas le grand, mais le petit. Alors c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que je suis alors incestueux envers mon enfant? Alors moi je reviendrai. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a l'intention derrière qui compte? L'intention, je ne sais pas ce que vous en pensez, madame, mais moi je trouve que l'intention C'est tout. fondamental. Oui, voilà, Parce c'est que ça. l'enfant ressent. Bah oui. Quand c'est fait Si d'une c'est pour certaine jouer, manière. câlin, oui, c'est pas pareil. Je vais vous dire quelque chose de personnel. Mon fils embrasse sa petite fille sur la bouche. Et on a eu des discussions autour de ça. Parce que je sais qu'il ne le fait pas avec une intention. Il adore sa fille. Ils ont une relation super. C'est super. Mais il faut quand même, à un moment donné, que même si l'intention n'y est pas, parce que ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Ouais, voilà. On en revient à notre débat de tout à l'heure, tout au début de la discussion, c'est de respecter, d'apprendre à l'enfant à respecter son corps. Et ça commence par le parent. Le parent doit amener l'enfant à être autonome, à distinguer certains gestes. Et si le père le fait à son enfant, est-ce que l'enfant pourra refuser cela à un autre? Voilà. Et c'est là que ça devient extrêmement compliqué. Donc il faut parler à l'enfant.
Tout à fait. Il faut expliquer à l'enfant, de même qu'aux frères et sœurs. Je déborde sur un autre sujet, mais dans certaines familles, on ne parle pas. Or, il y a moyen de parler aux enfants, de les éduquer sans dire des mots qui choquent, mais leur dire, par exemple, bon, voilà, quand ils jouent au docteur ou des choses comme ça, bon, voilà, entre frères et sœurs, on va jouer au docteur, oui, peut-être, mais c'est un jeu, d'accord, mais il y a des gestes qui ne se font pas. Dire les choses simplement, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez peut-être jouer au docteur, ok, mais voilà, on va pas dans la petite culotte. Il faut être cash, en fait. Non, il faut dire les Cash choses sans telles qu'elles être sont. choquant. Il n'y a personne qui touche ta mimi, il n'y a personne qui touche Voilà, ton kiki. Voilà, moi, c'est à Je dis toi. ça à ma fille, il y Ton a personne corps, qui touche c'est ta à mimi, toi. c'est ton corps. Moi, Toi, c'est à toi. Oui. Et C'est à voilà, toi, c'est ton donc corps. la difficulté, Fais c'est attention à ton corps de ta tête jusqu'à tes petits pieds. voilà, Et en passant par la mimi et le... voilà, Toi, tu utilises des mots comme ça. Moi, c'est vrai que je nomme plus. Je vais plus avoir tendance à nommer ce qui est. oui, Donc, c'est nommer le important. sexe de l'enfant, Oui, etc. la vulve, Voilà, le c'est ça. On pénis, peut dire tout à les bons fait. mots. Bon, les mamans, parfois, on va avoir des petits mots rigolos, etc. Voilà, mais c'est vrai que c'est important de bien nommer et d'expliquer aussi voilà, à l'enfant que son corps lui appartient et que personne n'a le droit de le toucher sans son autorisation. Donc, de toute façon. Donc, moi, je le dis, je l'ai déjà commencé à le dire à partir du moment où ils ont commencé à se laver tout seuls. Et j'ai expliqué que ni papa ni maman ne doivent laver les parties intimes et que c'est comme ça parce que leur corps leur appartient et donc c'est important qu'ils puissent se laver par eux-mêmes. Mais c'est vrai que ben voilà, il y a des parents, parce que je reçois encore des messages de personnes ici qui nous écoutent et qui sont vraiment intéressés par l'émission et qui nous disent mais oui, mais comment savoir par exemple si imaginons que moi je veux pas qu'il ferme la porte des toilettes, mais c'est parce que j'ai peur qu'il s'enferme à clé dedans. Donc il faut enlever la clé. Il faut enlever la clé. oui, voilà, il y a la des clé verrous ou le spéciaux. loquet aussi. Oui, voilà. Peut-être mettre la porte contre. Il y a Oui, des voilà, autres c'est ça, il y a modes. moyen. Mais moi, j'ai aussi des jeunes qui se plaignent de ça, des ados qui disent oui, voilà, ma mère, elle aime pas que je ferme ma clé dans la salle de bain parce qu'elle a peur que je fasse des choses dans la salle de bain. Mais même si t'en fais, ça la regarde pas. C'est ce que J'ai j'allais envie de dire. dire. Voilà. Je suis désolée. Donc, à un moment donné, voilà, il y a un moment où, le en jeune est tant que capable. parent, Oui. on a accepté le développement sexuel de notre enfant, Oui. et donc il va commencer à se caresser. Déjà, quand ils sont petits, ils sont curieux, ils se touchent, etc. Et donc, on peut leur dire, c'est OK que ce soit toi qui le fasses. C'est OK que tu te le fasses dans ta chambre, dans la salle de bain, mais peut-être pas lors de la réunion de famille, au milieu. C'est ça. Ton corps, c'est ton corps. le problème, Il y a on a des choses- tendance aussi à Voilà, au niveau de la culpabiliser. découverte Ouais. du corps, c'est vrai que les Voilà. enfants vers 4 ans peuvent mettre leurs mains à leur sexe pour se découvrir. Ça n'a rien d'anormal. Il faut juste Et c'est pas leur sexuel apprendre. non plus, hein, parce que Et c'est pas sexuel, parce et que c'est pas Non, mais sexuel. que ce soit sexuel ou non, je veux dire, Pas à ils 4 ans. découvrent leur corps. Ils Oui, n'ont oui. pas la notion de sexualité. Si je- Pas avant la puberté, de toute façon. Non, mais ils Ouais. découvrent leur corps. Oui, C'est- oui, tout à ça fait. leur Parce que le appartient. problème, c'est que parfois, c'est tellement tabou, je vais vous dire, parfois c'est tellement tabou qu'on va taper la main de l'enfant, on va lui crier dessus, Mais on ça, va c'est se très fâcher. mauvais. Bah oui, parce qu'il va associer du coup la découverte la de son honte. corps à la La honte. honte. Et non, c'est pas l'objectif. Maintenant, que ce soit par rapport à la masturbation, etc., je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir en communiquer. Et il y a des lectures, il y a des livres hyper adaptés pour les jeunes. Si en tant que parent, on a du mal parce que nous-mêmes, on ne nous en a pas parlé, je pense qu'il y a des bouquins qui sont faits. Moi, j'ai acheté des BD pour mes enfants pour leur expliquer la sexualité, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des parents qui vont culpabiliser l'enfant si l'enfant va découvrir son corps au travers de la masturbation, etc. Et donc, c'est encore des choses qui sont pas du tout expliquées parce qu'il y a des parents qui disent oui, mais on peut pas parce que dans la religion, est-ce qu'on peut pas? Par exemple, moi, je pense pour ceux qui sont religieux, mais pas que. Et donc, il y a des familles où c'est vraiment hyper tabou tout ce qui est en lien avec la sexualité. Mais du coup, quand les enfants vont découvrir la sexualité avec quelqu'un d'autre, un agresseur, par exemple, C'est le risque. Hein, ben, oui. comme ils n'en ont pas parlé et qu'ils ne savent pas que ça ne se fait pas ou qu'ils ne savent pas qu'on ne peut pas, ben, le souci, c'est que l'agresseur va pouvoir profiter de l'ignorance de l'enfant. Voilà. Et donc, c'est hyper important de mettre des mots, et déjà très petits, en fait. Tout à fait. Si je comprends Oui, bien. ah oui. Très petits. Ah oui, Et ah de oui. dire que vraiment j'insiste sur le fait que leur corps leur appartient, Tout à fait. qu'ils ont droit au respect, que ce sont des sujets et non des objets. C'est très important et je voudrais conseiller un livre aux parents, un livre qui est très très chouette, qui est fait par Catherine Dolto. C'est Respecte mon corps. Oui. Il est très simple. Je dirais qu'à partir de 3 ans, un enfant peut bien comprendre ce livre sans qu'on lise peut-être tout le texte, mais ils comprennent bien la situation parce qu'il y a autant, on parle d'inceste dans ce livre, mais on parle aussi de l'agresseur dans un parc.
Oui, Et on exactement. voit, voilà, il y a chaque fois une image et c'est un livre assez court. Il est très bien fait, il est très complet. Ouais. Donc de Catherine Dolto, il est même vendu dans les grands La magasins. Fnac, etc. Et c'est important Oui. de pouvoir Moi, parler de ça Moi, à j'avais ses enfants. un livre que je trouvais très chouette aussi, mais ça c'est plus pour les musulmans. C'était les petits musulmans parlent aussi de sexualité. Oui. C'est Myriam Lagdar, qui est conseillère conjugale et familiale, qui l'a écrit et qui est extrêmement bien écrit parce que il respecte entre guillemets voilà la culture, etc. Et en même temps parle vraiment de la sexualité, de l'amour aussi, pas que du sexe, mais aussi de l'amour, parce que ça on ne parle pas. Hein, quand on voit dans les cours d'éducation sexuelle à l'école, on vous parle du sexe de manière organique. Donc moi je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ici? L'autre jour mon fils qui rentre à la maison qui me dit maman il paraît que la masturbation c'est bon pour la santé. J'ai dit bah si tu le dis. J'ai dit écoute je dis j'aurais voulu parler d'autre chose que de ça. Enfin en tout cas j'aurais voulu en parler autrement avec toi. Mais du coup ça a mené à ce qu'on en discute et qu'on ait pu avoir le temps de parler d'amour aussi. Hein. Et ça beaucoup de parents ont parfois encore du mal à en parler. Moi je voulais quand même revenir vers Madame Ezati. Quels signes les proches d'un enfant à quels signes doivent-ils être attentifs pour suspecter un risque d'inceste ou d'abus? C'est-à-dire, est-ce que on peut voir quelque chose de différent chez l'enfant ou qu'est-ce qui va faire qu'il faut s'inquiéter? C'est généralement les symptômes associés à l'inceste, à l'agression sexuelle, au viol, renvoient au syndrome post-traumatique. Ce sont les mêmes symptômes. Avec agression ou pas. Parce que des fois, il y a des histoires d'inceste où il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'agression physique, de peur. Enfin, on emballe l'enfant dans une certaine ambiance, genre c'est chouette. Et puis tu auras un petit cadeau, tu auras ceci. Mais au final, l'enfant, il va développer les mêmes symptômes qu'un enfant qui a été violé agressivement. Et les symptômes, ce sont les cauchemars, ce sont la tétanie, troubles des apprentissages, dépression, automutilation, comportement agressif, troubles du comportement. Ils vont avoir recours à des jeux sexuels déjà très très petits, alors que normalement ils ne sont pas censés savoir certaines choses, reproduire des actes à la cour de récré, avec les petits copains, les copines, dans la toilette. Enfin, ils vont avoir des comportements inadaptés, inappropriés pour leur âge, souvent. Voilà. On peut déceler déjà dans leur manière d'être, avec leur corps aussi, avec le corps de l'autre, qu'il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas normal, que cet enfant subit quelque chose qui n'est pas... Moi, c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de parents qui viennent parfois et qui me disent « Oh, mais je comprends pas, c'est psy. Voilà, on m'a dit que c'était la curiosité sexuelle de l'enfant, etc. » Parce qu'il faut bien différencier entre un enfant, allez, je pense dans les cours de récré, un petit garçon qui va soulever la jupe d'une fille pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'il a... Ça, c'est un passage normal. Oui, voilà. À 4-5 ans, il y a l'identité sexuelle. C'est quoi être une petite fille, c'est quoi un garçon, etc. Donc on va voilà, se poser ce type de questions. Et poser des actes. Moi, j'avais un petit comme ça qui avait 4-5 ans, qui demandait à la petite fille de baisser sa culotte et il venait derrière elle et il faisait un acte sans... Là, c'est autre chose. Hein. Il est dans un acte où il se frotte à la petite fille, il dit il faut rentrer le zizi là. Donc ça veut dire qu'à 4-5 ans, un enfant qui fait ça, c'est pas de la curiosité sexuelle, on s'entend bien. Donc il y a bien des choses à différencier. C'est être curieux, voir, regarder un petit peu, c'est autre chose que d'imiter des gestes qui sont à caractère sexuel en sachant qu'à cet âge-là, ils n'ont pas accès à la sexualité. Exactement. Avant la puberté, un enfant ne sait pas. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'enfants ne dénoncent pas avant la puberté. Moi, j'ai souvent des jeunes filles qui viennent vers 10, 11, 12 ans me dire ben oui mais en fait mon papa, mon oncle ou le compagnon de maman ou mon grand-père me fait des choses et je me rends bien compte que c'est pas normal et je dis ça fait longtemps ben oui mais moi avant je savais pas qu'on pouvait pas hein je savais pas qu'on pouvait pas parce que pour moi voilà c'était normal et il me donnait des bonbons et voilà quoi hein, on me donnait des bonbons en échange alors souvent ils se culpabilisent ils me disent j'aurais pas dû accepter les bonbons on me donnait de l'argent de poche etc et ils sont persuadés qu'ils ont été soudoyés alors qu'en fait ils n'avaient pas accès à la sexualité. Il faut vraiment que on se déculpabilise par rapport à ça. On ne sait pas, le psychisme n'est pas construit de sorte qu'il comprend l'acte sexuel à cet âge-là. Et que donc, nous devons aussi, en tant qu'adultes, faire attention à ne pas mettre nos propres projections sexuelles quand on voit des enfants jouer. Hein, parce que sinon, de nouveau, là, en tant qu'adulte, on amène quelque chose que l'enfant, il n'a pas
il n'a pas la capacité de comprendre pourquoi on se fâche ou pourquoi on a la réaction qu'on a. Oui, comme je disais tout à l'heure, le petit de 4 ans qui va se toucher les parties intimes, on va lui frapper la main en disant voilà, genre il se masturbe, il a 4 ans. Moi j'ai déjà eu des mamans qui m'ont appelé, ma petite fille se masturbe beaucoup, elle a 4-5 ans, elle se masturbe. Non, elle se masturbe pas. Voilà, non, elle découvre son corps, C'est ça. elle découvre qu'il y a des choses qui lui font du bien. Mais elle sait pas ce que c'est. Elle sait pas ce que c'est. Elle ne va pas mettre ça dans Et Ça, c'est ce à sont- elle, c'est son oui, corps. Donc le parent doit pouvoir accepter cela. Et je crois que là, il y a beaucoup de tabous à ce niveau-là et de confusion et de désinformation à ce niveau-là. Et dire à l'enfant à ce moment-là, d'accord, mais ces gestes-là, alors tu les fais, mais pas devant les gens. Voilà. Ton corps t'appartient. Il faut bien insister là-dessus. Je pense que ça fait partie de l'éducation. Et c'est important de ne pas traumatiser l'enfant en l'empêchant de faire quelque chose qui est normal. Oui, c'est Mais ça. bon, c'est vrai que nos éducations font que voilà, on ne peut pas, le sexe est tabou, etc., etc. Oui, mais parce que le petit enfant qui commence à toucher ses parties intimes, il les découvre et puis c'est l'âge aussi où il se compare. Ah, mais moi j'ai quelque chose que elle n'a pas. Je suis un petit garçon. Moi, je suis à fond dans cette période-là avec le mien. Moi, je suis un petit garçon et elle c'est une petite fille et moi j'ai ça et elle l'a pas et voilà moi j'ai un zizi et elle est là. Oui, voilà, c'est ça. Oui, et vice versa. Voilà. Et du coup, quand ils touchent leur partie intime, c'est parce qu'ils essaient de voir qu'est-ce que c'est et voilà. Et on n'est pas dans. Il faut pas projeter notre sexualité adulte sur l'enfant qui découvre tout à fait son corps. Oui, voilà. Mais alors, si je peux me permettre, j'ai envie de revenir un petit peu à l'inceste. Oui, tout à fait. Parce que l'inceste, nous avons reçu, et vous avez été très gentil de nous envoyer certaines questions que vous alliez nous poser. Et il y avait des questions très intéressantes, je trouvais. C'est justement sur, c'était la question ici, en général, de quel type de problématiques sexuelles se plaignent les personnes victimes d'attouchement et d'inceste. On l'a déjà un peu abordé ici. Et moi, j'avais envie de répondre par rapport à cette question en lien avec notre discussion maintenant. J'allais vous la poser, mais c'est bien si vous pouvez. Moi, je fais le régisseur Voilà. et vous faites l'animateur. Voilà, c'est très bien. on On va se répartir les tâches. Voilà. En fait, non, parce que je reviens à ça parce que l'inceste, c'est beaucoup plus large que la sexualité. Tout à fait. Ça dépasse au niveau totalement du tabou, la sexualité. C'est avant tout une emprise sur le psychisme et le corps de l'enfant. Il y a emprise, et ça, on n'en parle pas beaucoup. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du psychique qui fait que l'enfant entre dans un état de sidération quand il est agressé, vous l'avez bien décrit, madame. Mais j'aimerais quand même revenir à ce moment-là où, effectivement, il y a sidération et il y a des comportements après la sidération que vous avez décrits aussi et qui sont de l'ordre de la survie. Dans la famille, il faut survivre, il faut continuer à vivre. Ce n'est pas une agression, c'est plusieurs agressions. Ça devient un traumatisme que l'on nomme complexe. C'est-à-dire que les traumatismes s'accumulent. Il y a le traumatisme primaire, il y a d'autres traumatismes aussi. Il y a les mots qu'on dira à l'enfant, il y a le chantage, il y a beaucoup de choses. Il y a le autour de mensonge, l'inceste. la manipulation. Le mensonge, le pacte, on va dire le pacte secret entre l'agresseur et la victime. Il y a l'enfant qui veut parfois... Parce que les enfants ne sont pas toujours aussi... Ils sentent au fond d'eux qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et là, effectivement, ils sont déjà dans quelque chose de très paralysant au niveau psychique et au niveau physique. Et donc, ils vont pas savoir comment faire avec ça. Et donc, au niveau du trauma, donc de ce qui se passe au niveau intrapsychique, en matière d'inceste, il y a ce qu'on appelle le syndrome d'accommodation. C'est très important, ce syndrome d'accommodation, parce que ça veut dire que l'enfant va devoir s'acclimater, s'accommoder, se faire à cette situation parce qu'il est dans cette famille et qu'il devra y rester. Et donc... Terrible. Oui, c'est terrible parce que, nous avons des cas de garçons, de filles, plus âgés, adolescents, adultes, qui nous parlent parfois longtemps après les faits et qui décrivent que oui, la petite fille était agressée par son grand-père, très jeune, il y avait d'autres frères et sœurs,
et elle a voulu protéger ses petites sœurs. Donc, elle s'est exposée aux agressions pour pouvoir protéger ses petits frères et sœurs. Et donc, souvent, la victime réagit ou parlera pour sauver un autre. Parce que dans la problématique des agressions sexuelles, et particulièrement dans la problématique des violences sexuelles intrafamiliales, l'enfant a quand même... il va concomiter, on va dire, dans sa personnalité 2 choses. Une grande immaturité émotionnelle et une grande maturité à la fois. Il sera un petit adulte avant l'âge. Et souvent, les victimes nous disent on n'a pas eu d'enfance. On était adultifiés. C'est le mot. On est adultifié. On porte... on est dans le rôle, parce qu'il y a des rôles qui sont distribués dans la famille. Donc, l'un sera... on va dire, sera mis à la place de la mère, donc partenaire du père. Et la mère, parfois, qui est souvent... Parfois, la mère ne sait pas, hein, il ne faut pas dire que toutes les mères... Non. Si on parle du père qui est agresseur sexuel, parfois, certaines mères ne savent pas, en toute bonne foi. Il y en a qui refusent de voir aussi. J'y viens. Je vais vous laisser là parce que ça fait déjà 3 minutes qu'on doit partir à la pause. Mais comme on n'a pas notre tapis, on ne le sait pas. Donc voilà, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, on en reparle dans quelques instants. Restez avec nous sur Arabelle FM au 106.8. À tout de suite. Voilà, chers auditeurs, on est de nouveau avec vous dans Santé pour tous. On parle de l'inceste, des abus et des attouchements sexuels avec nos invités. Donc, Madame Bruyère, juste avant la pause, nous parlait un petit peu du contexte familial, hein, des problématiques sexuelles et donc notamment des victimes, hein, les problématiques que les victimes pouvaient avoir. Moi, je voulais quand même aussi revenir un petit peu vers Madame Calouart parce que juste avant la pause, vous parliez des séquelles, Madame Bruyère. Madame Calouart, quelles séquelles psychologiques ces personnes peuvent-elles avoir à l'âge adulte? Alors, voilà, moi je voudrais, par rapport à cette question, je vais prendre en fait les séquelles d'ordre physique, dont on parle pas souvent, les séquelles d'ordre psychologique, les séquelles d'ordre relationnel ou conjugal et les séquelles d'ordre sexologique. Et donc, au niveau physique, il faut remarquer que beaucoup de victimes vont présenter des troubles, par exemple, de l'anisme. L'anisme, c'est une contraction involontaire de l'anus au moment de la défécation. Au lieu de pouvoir laisser partir la matière fécale, eh bien, l'anus se contracte dans l'autre sens. Et donc, ces personnes, ça représente 1/3 des cas des personnes abusées, ces personnes souffrent de graves problèmes de constipation. Donc ça, c'est quand même une chose. Il y a des personnes qui ont vécu des blessures anales, des fissures anales, qui toute leur vie auront des problématiques pour aller aux toilettes. Il y a aussi des personnes qui ont été, on parlait tout à l'heure de fellation forcée, eh bien, qui vont avoir des problèmes de déglutition, qui vont savoir manger, mais que des petits morceaux à la fois, des petites quantités, parce que déglutir est devenu quelque chose qui n'est plus du tout normal. Il va y avoir des maladies de peau qui apparaissent, il va y avoir de l'obésité qui apparaissent, parce que l'obésité, c'est se carapacer dans quelque chose, c'est se protéger, c'est faire disparaître son corps. Cacher les attributs sexuels. Voilà. Donc, au niveau physique, il y a vraiment des troubles typiques, particuliers aux personnes abusées. Et c'est vrai qu'on ne met pas souvent l'accent là-dessus, mais en séance, elles en parlent. Au niveau psychologique, voilà, on en a parlé, Madame Bruyère en a parlé tout à l'heure aussi, tout le travail, toute la construction de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la confiance en l'autre, l'image corporelle que la personne abusée a d'elle-même, elle ne peut pas se construire avec une bonne image d'elle-même. Des troubles alimentaires, boulimie, anorexie, sentiment de honte, de culpabilité, on n'en a pas déjà parlé aussi longtemps, grande difficulté de la construction de l'identité homme, femme. Et ça va au-delà des victimes directes d'un abus sexuel, mais aussi des victimes indirectes. Quand je suis frère d'une sœur qui a été abusée par le père ou l'oncle, comment moi je vais me construire dans mon identité d'homme, dans mon identité de mec? Comment est-ce que je vais
lorsque je vais être en relation avec une femme, et comment je vais vivre mes érections, comment je vais vivre l'idée de la pénétration. Enfin, il y a plein de choses à ce niveau-là qui sont présentes. Sans oublier quand même tous les troubles anxieux, tous les troubles dépressifs et qui mènent à des tentatives de suicide. Ça, c'est au niveau psychologique. Au niveau séquelles relationnelles et conjugales, on trouve des cas d'ambivalence entre être très dépendant et très indépendant. Et donc, il y a une espèce comme ça de balance entre je veux être indépendant, je veux être dépendant. Et donc, dans le cadre d'un couple, pour le conjoint ou la conjointe, c'est extrêmement compliqué. C'est je te rejette, je t'attire, je te rejette. Enfin, c'est vraiment difficile. Beaucoup de troubles de l'attachement, comment faire confiance, comment oser construire une relation, est-ce que je ne vais pas être trahi, donc tout ça est là. Difficulté de stabilité, on trouve beaucoup de personnes abusées qui ont énormément de mal à construire des relations sur du long terme et des grands sentiments d'isolement, même en vivant en couple. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Au niveau, j'ai oublié peut-être des petites choses, enfin des choses, pas des petites choses, des choses. Au niveau sexuel, on a tous les troubles du désir, du plaisir, troubles des orgasmes, vaginisme pour les femmes, dyspareunie. Donc vaginisme, c'est une contraction involontaire du vagin, du muscle du périnée autour du vagin qui fait que la pénétration est impossible. Des douleurs à la pénétration, dyspareunie. Chez les hommes, on va trouver des troubles de l'érection. Donc, difficulté à avoir une érection, à maintenir une érection. On a aussi des troubles au niveau de l'érotisation du corps, que ce soit son propre corps, que ce soit le corps de l'autre. Et donc, on peut avoir vraiment une difficulté. Pour avoir une relation sexuelle, il faut pouvoir être capable d'érotiser le corps de l'autre. Quand j'ai été abusée par un homme, comment est-ce que je vais pouvoir érotiser mon compagnon ? Puisque pour moi, le pénis, c'est juste l'horreur. Donc, tout ça, ce sont des situations qui existent. Quand, tout à l'heure, Madame Bruyère parlait de l'intromission, et j'avais noté que dans le cas de mères incestueuses, par exemple, une mère qui force son fils à avoir une fellation, c'est un inceste, c'est un viol. Parce que parfois on se dit mais comment est-ce que les mères peuvent être incestueuses ? Ça c'est une situation d'inceste et de viol et donc effectivement c'est assez compréhensible qu'à l'âge adulte cet homme, si sa compagne a envie de lui faire une fellation, ça va réveiller des tas de choses et ça va être des gros blocages. Il y a aussi du dégoût pour le sexe. Donc parfois des personnes qui vont se dire asexuées, qui est aussi une manière de se protéger d'avoir de la sexualité parce que c'est trop, elles peuvent pas. Et on trouve aussi parfois des attraits ou pour des érotismes particuliers, que ça peut être dans le sadomaso, parce que alors là on va rejouer le scénario parce que c'est quelque chose qui est connu et que même si c'est connu et douloureux, mais au moins ça c'est connu et il y a un côté presque sécurisant qu'on ne va que là-dedans parce que c'est connu. Et je voudrais terminer cette panoplie des séquelles qui est quand même énorme en disant qu'on estime que les victimes d'inceste ont une espérance de vie réduite de 20 ans par rapport à des personnes qui ne sont pas victimes d'inceste. Donc c'est énorme. L'impact sur le corps est sur le corps, sur le psychisme. Le psychisme. Un effondrement psychique et physique. Physique et psychique également. Tout à fait. C'est vraiment... Et il faut ajouter les maladies sexuellement transmissibles. Oui, en ne plus. faisons pas l'impasse là-dessus parce qu'on ne pense pas à ça, parce qu'il s'agit d'enfants. Mais ils attrapent les maladies. Ils attrapent aussi des maladies. L'herpès. Beaucoup de jeunes femmes qui ont des cystites à sang. Oui, tout à fait. Qui ont des troubles au niveau urinaire, mais de l'appareil urinaire beaucoup plus intérieur, on va dire. On a un cas dramatique, une personne ne sent pas quand elle doit uriner, et donc elle a dû être opérée, et on a dû lui mettre un neurostimulateur. Donc ça veut dire qu'elle a cet appareil dans son corps, elle est handicapée, comme elle le dit, et elle n'a pas tort de le dire, à vie, et ça lui rappelle ses agressions. Tout le temps. Tout le temps. Chaque fois qu'elle doit faire pipi, quoi. Donc, chaque fois qu'elle doit faire pipi, voilà, elle a l'impression, dit-elle,
d'avoir ces agresseurs, parce qu'il y en avait plusieurs, en elle. Oui. Oh mon Dieu. Comment voulez-vous oublier? Oui, parce que ça laisse des traces et donc il faut pouvoir vivre avec ces traces et ces traumatismes. Et c'est là tout le travail de la thérapie. Moi, je voulais revenir un peu avec Madame Ezati aussi, parce que du coup, vous vous occupez plus des enfants, mais au niveau relationnel, comment se développe alors un enfant qui est victime d'inceste et d'attouchement? C'est une catastrophe. Il se développe pas, en fait. Il y a un arrêt sur image. L'enfant, il est figé au niveau psychique. Il va peut-être se développer au niveau... Il peut avoir des troubles du développement, il peut avoir un retard C'est pas développemental. qu'il peut, il va. Il va avoir des retards développementaux. Développementaux psychiques, oui. Il peut avoir des troubles des apprentissages. Des apprentissages, ne serait-ce que le trouble d'accès à l'interdiction, de ce qui est mal, de ce qui est pas... Problématique de limite. Voilà. Ouais. Et au niveau relationnel, parce que là, on parlait des troubles de l'attachement, mais on peut les retrouver aussi chez l'enfant, ces fameux troubles de l'attachement. C'est-à-dire qu'on peut, ils peuvent être visibles. Est-ce que l'enfant peut mettre en difficulté les adultes qui vont s'occuper de lui, ou est-ce qu'il peut mettre en difficulté avec ses pairs à l'école, etc. Oui, ils vont manifester un certain attachement ambivalent. Ils seront dans le rejet ou être scotchés. Ou... C'est difficile pour eux de trouver la juste distance. Oui, on voit parfois des enfants comme ça qui vont toucher à l'excès, être très tactiles. Ils vont ou pas alors des différencier enfants... le familier du non familier. Voilà, c'est ça. Ils vont aller comme ça très facilement vers un étranger, alors que non, un enfant normalement qui grandit normalement doit distinguer ce qui est familier et qui n'est pas. Tout à fait. Ouais. Et alors, moi, je voulais revenir aussi avec Madame Bruyère. Comment est-ce qu'un parent qui a été victime d'inceste dans son enfance peut-il surmonter la peur aussi que ça arrive à son enfant? Parce qu'en off, tout à l'heure, on parlait de certaines situations et on voyait que ça se reproduisait sur une ou deux générations, alors que ça n'avait pas été dit, que ça n'avait pas été mis en mots. Qu'il y avait des agressions qui revenaient dans certaines familles. Et on s'était demandé, pourquoi? Et donc, un parent qui a été victime d'inceste, comment il peut s'assurer que son enfant n'en sera pas victime à son tour? Oui, je trouve cette question vraiment très, très intéressante et très pertinente, parce qu'elle touche vraiment non seulement à la réparation de la personne elle-même, mais aussi au transgénérationnel, à comment arrêter le trauma dans un processus qui se transmet au niveau générationnel. C'est-à-dire que les traumas, et on le voit, on est tous cliniciens en tout cas, on voit que dans les familles, ça se transmet de génération en génération. Pas nécessairement des agressions sexuelles, mais en tout cas des symptômes, symptômes qui se transmettent. Et donc des générations portent le poids des traumatismes précédents. Et c'est terrible, parce que c'est dans le non-dit. Donc, il y a une dette. La culpabilité est là, la honte aussi parfois, et le silence, le secret, qui se répète de génération en génération dans le silence. Et donc, travailler cette peur, c'est capital. Pouvoir mettre des mots, c'est capital. Nommer, prendre conscience. Et utiliser cette peur aussi. Ça, c'est très important. L'utiliser, c'est-à-dire quand on l'aura repéré, nommé, certaines personnes refusent d'avoir des enfants. On sait toutes ici que chez les patients, il y a des patients qui prennent la décision, non, je n'aurai pas d'enfant, j'ai eu une enfance terrible, je n'ai pas envie de reproduire cela, ou c'est peut-être pas aussi clair que ça, mais en tout cas il y a une décision qui est là. Oui, tout à fait. Parfois, à contrario, l'enfant, quand il est petit, la petite fille par exemple, va projeter que quand elle sera grande, elle fera pas ce qu'on lui a fait subir. Oui. Et elle choisira un bon compagnon. Et elle sera une bonne mère. Je donne un exemple pour simplifier un petit peu, mais c'est pratiquement ça. Et donc, on est là dans quelque chose de l'ordre d'une mission qu'elle se donne, qui va lui permettre de sublimer le trauma. Oui. Et donc, on ne parle pas de quelqu'un qui va utiliser son futur enfant et lui donner un rôle, ce qui s'appelle adultifier l'enfant, et ça, ce n'est pas bon pour l'enfant. On parle de la victime elle-même, donc qui est petite, et qui s'imagine dans son projet de vie plus tard
qu'elle sera un bon parent. Donc, elle se voit bonne, comme un bon objet. Et donc, va se projeter. Et donc, c'est l'idée de parentification qui va contribuer à sa réparation psychique. Et ça, c'est très important de distinguer les deux. Donc, cette réparation psychique qui peut faire qu'elle a un fil. Il y a du sens. Parce que, qu'est-ce que c'est l'inceste? C'est du non-sens. C'est du non-sens. Vous avez été agressé, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Il n'y a pas de pourquoi. Non, y a pas C'est de parce que vous étiez là. C'est parce que vous portez le poids de parfois de toute une famille dysfonctionnelle sur plusieurs Oui, générations. ce pourquoi revient souvent en consultation. Pourquoi moi? Ouais. Pourquoi? Je voulais revenir un peu vers Mme Calwart aussi. Une fois que l'inceste a été identifié, est-ce que vous faites des thérapies familiales ou comment on travaille ça avec la famille? Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, en tant que sexologue ou en thérapeute familial? Alors, en fait, moi, je ne suis pas thérapeute familiale, hein, donc ça, c'est Thérapeute déjà une de couple, chose. peut-être. Thérapeute de couple. Ah, oui. Et donc, nous ne travaillons pas au centre avec des enfants. Donc, nous avons uniquement des personnes adultes. Oui. Et donc, elles sont dans un processus thérapeutique. Alors, moi, ce que j'ai observé, c'est que même adultes, quand elles entrent dans ce processus thérapeutique et qu'elles identifient qu'il y a eu abus, inceste, il y a toujours des retombées sur la famille. C'est-à-dire que le silence va être brisé. À un moment ou à un autre, elles vont en parler. Parce que, de toute façon, elles vont prendre distance à un moment avec la famille. Elles vont plus savoir supporter de voir le père abuseur ou l'oncle. Et donc, il y a des choses qui vont se dire, tardivement parfois. Et ça, comment dirais-je, elles sont stigmatisées comme étant les éléments emmerdeurs de la famille. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça allait bien, qu'est-ce que tu viens nous faire chier avec, excusez-moi des propos, mais avec ce truc qui date il y a 20 ans ou 30 ans. Tu fous la merde dans la famille, il va y avoir des famille, disputes, etc. hein, voilà. Et donc, et c'est ce que les victimes observent, c'est que effectivement, généralement, l'agresseur est totalement accepté dans la famille, il n'est pas rejeté, il n'est pas mis au banc de la famille, mais la personne qui va être mise au banc de la famille, c'est la victime qui, devenue adulte, parle. Mais cette libération de la parole est, dans son processus thérapeutique pour cette victime, ce qui va l'aider à sortir du trauma, à pouvoir petit à petit appréhender sa vie. Et donc, c'est vraiment un processus lent, parce que, oui, c'est à nouveau être confronté à une forme de violence de la part de la famille qui a déjà été dysfonctionnelle plus tôt. Donc, oui, c'est vrai que c'est très compliqué. Et moi, je vois souvent ça. Moi, c'est plus aussi avec les enfants, mais j'avais eu plusieurs situations comme ça où la famille, donc, par exemple, de l'agresseur, refuse d'adresser la parole à l'enfant qui a dénoncé. Alors finalement, l'enfant qui a été agressé, qui est victime, se retrouve mis à l'écart. Donc il est une seconde fois victime. Et il est une seconde fois victime parce qu'il parle en fait des agressions qu'il a subies. Et donc on le met à l'écart. Et alors moi c'est vrai que j'avais questionné la famille en disant mais pourquoi vous mettez à l'écart cet enfant? Pourquoi vous refusez de lui parler? Parce qu'on a honte de ce que notre frère a fait par exemple, ou parce qu'on a honte qu'un tel de la famille a fait, et on n'ose pas regarder l'enfant dans les yeux et on ne sait pas quoi lui dire. Je dis mais c'est pire parce qu'en fait quand vous mettez l'enfant à l'écart, vous lui faites comprendre que c'est lui le coupable de l'agression qui s'est déroulée. Alors que cet enfant, il a besoin d'adultes qui lui montrent que tu as raison et que ce qui s'est passé n'est pas normal et qu'il a besoin d'avoir des adultes qui le mettent en sécurité. Et c'est pas le cas dans ces situations-là. Donc on constate qu'effectivement, une famille préfère qu'il y ait un porteur de honte que 20 porteurs de honte et une victime reconnue. Oui, voilà, malheureusement. Ça, Madame Ezati, comment vous prenez en charge les enfants qui présentent ces problématiques-là? Comment ça fonctionne avec la thérapie au couturier? La thérapie au couturier, elle a juste pour média, en plus d'une thérapie classique verbale, le média du corps. Mais c'est une thérapie comme toute autre thérapie. Moi, avec ces enfants-là, le temps, en fait. La thérapie en psychomotricité au couturier, elle s'inscrit dans le temps. Donc, c'est ça qui est positif. C'est parce qu'un enfant, il ne sait pas lui-même ce qu'il subit, il a du mal à se le représenter. Souvent, ce sont des enfants qui sont emmurés dans un silence. On les tient
Voilà, il y a un secret, il y a des troubles du langage souvent, les enfants qui sont mutiques, et j'en ai à 4 ans, l'enfant il parle pas, on n'a jamais entendu un son de sa bouche. Alors on l'emmène chez le logopède, on l'emmène à gauche-droite chez le neuropsy, alors que en fait l'enfant il parle pas, parce que s'il parle, il va devoir dire ce qu'il subit à la maison. Et donc comme la prise en charge en thérapie au couturier s'inscrit sur le long terme, donc l'enfant il va revenir de semaine en semaine, donc je vais représenter une figure sécure pour cet enfant, d'attachement aussi autre. Donc il va faire l'expérience d'un autre lien, d'un lien bon, d'une relation normal, saine. Et petit à petit, il va se déposer et va venir me dire. Voilà. C'est ça. Et je me dis que du coup, ça doit être un peu différent parce que dans le haut couturier, on touche aussi parfois le corps de l'enfant. Il y a des massages, etc. Ah oui. Et donc du coup, ici, avec ces enfants-là, je suppose qu'on peut pas toucher l'enfant de la même manière. C'est tous les enfants. Ouais. Je suis quand je touche le corps d'un enfant, donc j'écoute mon corps, ma résonance à moi. Et alors quand je rentre en lien avec l'enfant, c'est toujours de manière ajustée. Donc, je vais faire semblant de faire un massage. Je vais prendre du talc, je vais soulever le t-shirt, je vais faire comme ça, on joue à faire le massage. Mais je vais pas commencer à faire un truc... C'est toujours avec son autorisation, c'est-à-dire qu'on va demander à l'enfant... C'est lui qui va venir de manière très, très spontanée, naturelle. Voilà. Dire ce dont il a besoin, en fait. D'accord. Et moi, je dois être dans l'observation et être attentive à ça. Mais je vais tout le temps dans le sens de ce dont l'enfant a besoin. Je vais jamais... Donc il nous reste qu'un quart d'heure, mais on avait encore envie d'aborder quelques petits aspects de notre thème d'aujourd'hui sur l'inceste et les abus sexuels, notamment l'aspect juridique. Donc Madame Bruyère allait nous éclairer un petit peu sur cette question-là. Quel est l'aspect juridique de l'inceste? Est-ce qu'il est condamné par la loi? Et alors, est-ce qu'il y a prescription si on veut porter plainte? Alors, il y a plusieurs questions dans une, cette on va question, dire. oui, voilà. D'abord, le mot inceste, il faut bien savoir que le mot inceste n'existe pas dans le code pénal belge. Oui. Le mot, il existe dans le code civil, uniquement défini comme l'interdit au mariage. D'accord ? Donc, par rapport à certains... Enfin, par rapport aux membres de la famille, on va dire ça comme ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on mette l'inceste, le mot inceste dans le code pénal. Pourquoi ? Parce que tel qu'il est défini aujourd'hui, et le législateur estime qu'il est mis dans le code pénal, mais il n'est pas mis nommément. C'est-à-dire qu'il existe en tant que attentat à la pudeur et ou viol, avec la circonstance aggravante qu'il est commis par un ascendant. Sur un mineur. Sur un mineur, sur une victime. Mais ça ne parle pas de l'emprise. Ça nous paraît extrêmement réducteur. Les victimes ne se reconnaissent absolument pas dans cette définition. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'inceste va bien au-delà. On n'a pas parlé, on n'a pas beaucoup développé la notion d'emprise et de manipulation, parce qu'il y a une grande manipulation psychique de l'enfant, des chantages émotionnels, etc. Bien sûr des menaces aussi, explicites. Et tout ça rentre dans l'inceste. Parce qu'il y a... On peut parler de torture psychique quand même. Et donc, tout ça, on voudrait que ça rentre dans un article de loi spécifique qui dirait que l'inceste est un crime contre l'enfance. Donc ça, c'est très important. Et donc, pour ça, il faudrait bien sûr rentrer la définition que l'on a proposée et dont on a parlé tout à l'heure dans le code pénal pour que les victimes d'inceste soient reconnues dans leur souffrance, réellement. Les victimes nous disent, mais on n'est pas qu'une circonstance aggravante. C'est toute notre vie qui est impactée. C'est toute notre vie que nous avons subie. Donc... là, c'est très important, donc cette revendication que nous avons à SOS Inceste, et on va voir des politiciens, et on essaye de se faire entendre par le monde juridique. On est en chemin, certains nous entendent beaucoup mieux qu'avant, ça va déjà beaucoup mieux, il y a une meilleure compréhension de la question au niveau donc des politiciens, du monde en général, politique, juridique, etc. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Par contre, le deuxième volet, c'est la prescription.
Alors cette prescription nous a occupés et nous occupe toujours, enfin plus de la même façon maintenant, parce que nous avons une très bonne nouvelle. Il n'y a plus de prescription. Donc en Belgique, le délai de prescription, c'est fini, c'est devenu imprescriptible depuis le 7 novembre 2019 à la Chambre des parlementaires, en séance plénière. Waouh. Oui. Ça a été victoire. adopté. Alors là, c'est Grande vraiment victoire. la Belgique, elle est en avance en Europe avec la Suisse. Oui. Magnifique. Parce qu'il y a plein de victimes qui ne veulent pas porter plainte parce qu'ils disent de toute façon, il y a prescription. Bah, c'est fini. Mais attention, il y a un bémol. Et ce bémol, il se situe au niveau du fait que cette loi n'est pas rétroactive. Non. Ça veut dire que on peut considérer que les personnes dont le délai de prescription n'était pas prescrit et arrivant à la date où ça a été décidé, en séance plénière, donc quand la loi a changé, ces personnes-là peuvent porter plainte, ce sera imprescriptible. Voilà. Mais pour les autres, Ceux qui ont porté Celles plainte d'avant, avant, oui, là, c'est malheureusement, elles ne seront pas prises en compte. Oui, voilà. Et pour les personnes à venir, bien sûr. Donc, madame, vous disiez, on discutait d'une personne qui a 45 ans, par exemple, et qui voudrait déposer plainte, mais malheureusement pour elle, c'est Pourquoi trop tard. Parce que, comme je le dis, la loi, C'est pour les faits qui ont eu lieu après 2019 voilà. Ah, c'est seulement D'accord. pour les faits qui ont eu lieu après C'est- 2019. Donc votre Mais donc ce sera oui, dans la 20 personne de ans, quoi. 45 Peut-être. ans, Non. En fait, c'était C'était 15 ans. 18 ans, 15 ans ou 20 ans. À partir de Et la donc, majorité, de la majorité. 18 ans. Et donc, c'était maximum 15 ans. 18 et 15, 33. 33. Voilà. Elle avait jusqu'à ses Elle 33 ans. avait jusqu'à ses 33 ans. C'est terrible parce que dans son histoire, elle m'explique qu'à ses 33 ans, elle a décompensé psychiquement. Ah bah, c'est Elle a intéressant. développé un cancer génital. Mais bon, Ça, c'est terrible, quoi. Oui. voilà, on va pas être négatif Non. parce Pourquoi que le corps, il a... Oui, oui. on va pas être négatif parce que c'est déjà une belle avancée. Oui. Une très très belle avancée, même si c'est extrêmement, c'est terrible pour les personnes qui peuvent pas déposer plainte, c'est dramatique à cause de du fait que la prescription, elle a évolué. Maintenant, c'est imprescriptible. C'est vrai que les faits ne sont pas rétroactifs, il faut bien le dire, mais nous venons quand même d'une situation où il y a 30 ans, parce que moi je travaille depuis 30 ans dans cette problématique. Eh bien, c'était à partir des faits. Oui, c'est ça. Donc, la prescription commençait à courir à partir des faits. Maintenant, donc, Maintenant, en c'est à partir de 2000, 18 ans. en Puis à un 2000. moment, c'est à partir de 18 ans. Et puis là, depuis 2000, et puis depuis 2000, on a donc décidé que cette prescription, elle serait à partir de 18 ans qu'elle d'accord. courrait. Et donc, on avait, enfin, c'est un peu complexe à expliquer, mais on avait 5 ans, on va dire. C'est en pénal, hein, on n'est pas aux assises. En Belgique, les viols, Oui, oui. les attentats à la pudeur sont jugés toujours au pénal. Hein. Ils sont correctionnalisés, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Enfin, nous, on aimerait bien que, soit aux assises. déjà au niveau symbolique, ce soit aux assises, mais les assises demandent énormément de moyens, énormément de temps, énormément d'argent, et donc, voilà. Il y a un tribunal spécial, qui est ici à Bruxelles, en tout cas, et partout en Belgique, il y a un tribunal spécial avec 3 juges qui s'occupent de gérer ces dossiers-là. Uniquement ces dossiers-là, qu'on appelle dossiers mœurs. Et donc, pour revenir à la prescription, cette prescription a augmenté d'année en année, avec la pression, des victimes qui, bien sûr, ont manifesté pas violemment, mais qui se sont manifestés par rapport à ça, et des professionnels qui étaient derrière. Mais moi, j'ai envie de dire quand même que, quoi qu'il arrive, même s'il y a prescription, c'est important de signaler les faits. Je voulais y venir. Voilà. Pourquoi c'est important ? 1, parce que pour la victime, c'est symbolique. On dépose, et elles peuvent le faire. Aucun policier ne peut dire non, vous ne pouvez pas le faire. Même quand c'était... donc, il y avait un délai de Même quand prescription. c'était prescrit, oui. Donc, on est arrivé aux 15 ans, on est passé par les 10 ans, etc. Non, on peut toujours déposer plainte. Bon, même quand pour cette personne qui a 45 ans, elle peut toujours déposer plainte. Et en quoi est-ce que c'est intéressant ? Pour elle, au niveau symbolique, Oui. on remarque quand même que les personnes se sentent quand même débarrassées, entre guillemets, d'un certain poids, parce que symboliquement, elles ont amené leur histoire dans les mains de la justice. Donc, du cadre. Elles ont déposé le cadre légal. Et aussi,
parce que ces faits-là, on actera. Oui. Et c'est répertorié au parquet. Et donc, les victimes, il faut leur dire, il faut parler. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres victimes aussi qui restent dans le silence. S'il y a une deuxième victime qui parle, Voilà. eh bien, la déposition de la victime dont les faits étaient prescrits va venir avaliser Oui, c'est ça. La le deuxième. propos. Ce sera comme une preuve. Preuve, oui. Et donc, on a eu des dossiers comme ça où on a trouvé des nouvelles victimes. Oui. Et donc, La la condamnation est plus lourde aussi a été parce que condamnée. voilà, c'est ça. Parce que Voilà. sinon, Finalement, s'il n'a pas d'antécédent, il n'est pas condamné, condamnable. Enfin, en tout cas, Voilà. condamné pas de la même manière. Voilà. Alors que si on signale, on laisse une trace qu'il y a Voilà. eu un danger chez Voilà. cette personne, Et puis, etc. Et c'est Et très s'il y a des important. suspicions, on sait qu'il y a déjà eu des Voilà. faits, etc. Donc c'est hyper important. Madame Calwart, parce que l'émission touche bientôt à sa fin, je voulais savoir qui est-ce qu'on doit contacter quand il y a une suspicion d'inceste. Est-ce qu'il y a un numéro particulier ? Comment vous faites si un ado ou si un jeune adulte vient vous dire, ben voilà, j'ai été victime d'inceste, etc. Comment ça se passe en fait ? D'inceste ou d'agression sexuelle à D'inceste ou l'école, d'agression sexuelle, oui. Oui, alors la première chose, c'est évidemment quand l'inceste est plutôt reconnu. Moi, je renvoie vers SOS Inceste. D'accord. Il y a aussi le numéro 113 le 103 pour les droits de l'enfant, parce que là aussi, les enfants peuvent, donc tant qu'ils n'ont pas 18 ans, peuvent s'adresser au délégué des droits de l'enfant, poser des questions, exprimer ce qui se passe, etc. Et puis, il y a tout ce qui est la possibilité de s'adresser aux infirmières dans les écoles, aux plannings familiaux, Au service d'aide aux victimes. au service d'aide aux victimes. C'est horrible. Bon voilà, au secours. Bon, Ça va la régisseuse. je ne sais rien arrêter. Bon, chers auditeurs, je vous dis au revoir. Je vous laisse avec le journal parler. Donc, c'était une émission un peu spéciale aujourd'hui, j'avoue, mais on va s'en sortir. Bon, j'ai vite coupé le journal, Merci vite fait. Tant pis, ils vont se fâcher sur moi. Ils avaient qu'à me trouver un régisseur. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas, Merci chers aussi. Merci invités, beaucoup d'avoir à été vous avec nous. de C'était nous vraiment avoir très invités. chouette. Vous retrouverez les podcasts sur le YouTube de Espace Santé Famille dès demain. Et je vous dis à très bientôt. On se voit samedi prochain. Voilà. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.